Si vous êtes comme moi touché par cette mesure, je présume que ça s'ajoute à un fardeau déjà lourd à porter. Mais aux yeux du gouvernement de François Legault, ce couvre-feu est un impératif incontournable pour protéger le réseau de la santé et un jour venir à bout de cette crise sanitaire. Cela dit, un auditeur du balado, Arié Lazare, nous a écrit afin de savoir quelles étaient les bases légales et juridiques d'une décision aussi lourde de conséquences. Notre question, est-ce que l'imposition d'un couvre-feu est constitutionnelle? Notre invité. Louis-Philippe Lampron, professeur en droits et libertés à la faculté de droit de l'Université Laval. Moi, je m'appelle Alexis Delancer et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile. L'annonce de François Legault, dont on se rappellera tous bien longtemps, celle du couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec le 6 janvier. Et là, j'ai bien dit décrété, parce que depuis le début de l'état d'urgence sanitaire le 14 mars dernier, bien des mesures sont inscrites dans des décrets renouvelés tous les 10 jours. Monsieur Lampron, dites-nous comment on peut déterminer si un décret est constitutionnel. C'est une très, très belle question. C'est une réponse qui est en deux temps, en fait. C'est-à-dire que quand on traverse une crise comme celle de la COVID-19, tous les États à travers le monde ont en place des mécanismes permettant de déroger à l'équilibre qui caractérise la séparation des pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et donc, pour permettre d'accélérer les mesures et de protéger le plus grand nombre, on va accepter que l'exécutif, le gouvernement, en fait, va avoir les deux mains sur le volant et va être capable d'imposer des normes d'application générale qui autrement relèvent du législatif. Alors, au Québec, ces mesures-là sont régies par la loi sur la santé publique, les articles 118 et suivants, qui permettent au gouvernement de décréter l'état d'urgence sanitaire et de renouveler à sa discrétion cet état d'urgence-là à chaque 10 jours. Et c'est ce que le gouvernement fait depuis le début, depuis le 13 mars dernier. Et c'est ce qui lui permet, comme vous le disiez, là, d'imposer les mesures visant à lutter contre la pandémie, contre l'épidémie de COVID-19, par décret et non pas par la formule générale qui est de fonctionner par loi, bien sûr. Maintenant, le deuxième volet, c'est la question de la constitutionnalité de cette approche-là. Et dès qu'on parle de compatibilité d'une décision d'un décret ou même de la loi sur la santé publique, c'est toujours une approche en deux temps. Il faut d'abord se demander si la décision ou le décret porte atteinte à un droit fondamental. Oui. Vous y faisiez référence là en début d'émission. Bien sûr, les décrets qui ont été imposés pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, il y a plusieurs violations aux droits fondamentaux qui en découlent depuis le 13 mars dernier. Bon, alors ça, c'est la première chose. Mais ensuite, et là, ça va être le nerf de la guerre, il va falloir qu'on vérifie si ces mesures-là, ces décrets-là, peuvent se justifier dans une société libre et démocratique, même s'ils sont à la source d'une atteinte aux droits fondamentaux. Et cette analyse-là de justification, de raisonnabilité des atteintes aux droits fondamentaux, ça se fait en tenant compte du contexte dans le cadre duquel l'atteinte aux droits fondamentaux est faite. Et donc, le contexte, s'il y avait une éventuelle contestation devant les tribunaux, c'est qu'on est en train de, au sens gouvernemental du terme, gérer une crise, gérer une situation d'urgence. Et ça fait en sorte que les tribunaux acceptent de donner plus de marge de manœuvre au gouvernement pour justifier des atteintes aux droits fondamentaux. Alors, en d'autres mots, là, ce que ça veut dire, c'est que des mesures qui portent atteinte à des droits fondamentaux et qui ont été mises en place depuis le début de l'état d'urgence, il y en a qui pourraient tout à fait se trouver justifiables dans une société libre et démocratique en temps d'urgence, alors qu'en temps normal, bien sûr, ça serait incompatible avec les chartes des droits et libertés, et donc ça serait déclaré invalide. Le couvre-feu, ce qu'il fait, c'est qu'il passe un signal, mais aussi il permet de diminuer les activités et les possibilités de contact qui peuvent continuer à partir du 7 heures. Je pense que si vous me demandez, là, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. Et le directeur national de la santé publique, le Dr Arruda, M. Lampron, a lui-même admis qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques qui justifient le couvre-feu. Ça fait jaser pas mal, là. Est-ce que ça pourrait nuire, ça, si quelqu'un en venait à contester le couvre-feu en cours, selon vous?
Oui, ben c'est-à-dire que le couvre-feu, c'est peut-être la première mesure qui, moi, me fait hésiter là, dans l'évaluation d'une éventuelle compatibilité avec les chartes, malgré la marge de manœuvre plus grande que les tribunaux vont laisser nécessairement au gouvernement dans le cas d'une contestation. Et vous avez mis le doigt sur un des bobos, là, c'est qu'évidemment, le couvre-feu, ça constitue une atteinte très, très grave à plusieurs droits fondamentaux. On se trouve tous, la population du Québec se trouve carrément à être confinée en résidence, hein, privation de la liberté de 8 heures à 5 heures, sauf exception. Alors, ce n'est pas rien. Depuis, je pense, la grippe espagnole, ça s'est jamais vu au Québec. Et donc, plus l'atteinte aux droits fondamentaux est grave et plus le gouvernement doit avoir des données solides et doit être convaincu et convaincant du lien rationnel qui existe entre la mesure qu'il met en place et l'objectif qu'il souhaite atteindre, c'est-à-dire de faire baisser le nombre de cas et donc de coucher cette fameuse deuxième vague dans laquelle on est embourbé. Et donc, des déclarations comme celle du directeur de la santé publique, là, Arruda, laissant entendre qu'il y a des doutes, en fait, sur l'efficacité d'une mesure attentatoire aux droits fondamentaux. C'est certain que c'est de nature à affaiblir la position du gouvernement dans le contexte d'une éventuelle contestation. Au-delà de ça, est-ce que dans le contexte actuel, est-ce qu'il y aurait des arguments sérieux que le gouvernement pourrait faire valoir? Oui, il y en a, bien sûr. Et le gouvernement, dans le processus de justification des atteintes aux droits fondamentaux, il n'a pas à faire une preuve hors de tout doute raisonnable qu'il a choisi le moyen attentatoire aux droits fondamentaux. Alors, il n'y a pas de précision scientifique, bien sûr, là. Ça se fait selon la prépondérance des probabilités. Mais il faut garder en tête que plus la mesure est grave, et malgré la marge de manœuvre plus grande qui vient avec un état d'urgence, mais il faut que le gouvernement soit extrêmement solide sur ce qui l'a amené à décréter cette mesure-là, et également sur les données qui l'amènent à décréter ça, notamment le sel. On les a pas vues, ces données-là, mais on espère que la bonne foi se présume, bien sûr, mais on espère que la santé publique a des données très fiables, laissant entendre que c'est vraiment dans les résidences privées que l'essentiel des contaminations se produisent. Je comprends que la bonne foi se présume, mais est-ce que certains ne pourraient pas plaider que d'autres mesures auraient pu être prises en lieu et place du couvre-feu? Bien sûr, et il y en a plusieurs qui le font, notamment au Canada anglais. Là. La question, c'est il y a différents moyens qu'on peut mettre en place. On va partir de la prémisse que l'essentiel de la transmission se fait dans les résidences privées. Donc, il faut empêcher les rassemblements. Et ça, c'est ce qu'on fait à peu près depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. Alors, avant de sortir le bazooka en matière d'atteinte aux droits fondamentaux que représente le couvre-feu, effectivement, il y en a qui prétendent que le gouvernement est peut-être allé trop vite et qu'il y avait d'autres mesures qui auraient pu être mises en place, notamment de faire respecter de manière plus stricte les interdictions de rassemblement à l'intérieur des résidences, des fameuses contraventions. Là, il y a plusieurs reportages qui laissent entendre que les policiers ont fait preuve d'une grande souplesse pendant le temps des fêtes. Hein. Plusieurs avertissements ont été donnés plutôt que des contraventions. Et donc, ces données-là pourraient effectivement donner de l'eau au moulin des opposants dans le cadre d'une éventuelle contestation. L'auditeur qui nous a écrit et qui nous a inspiré cet épisode du balado se demandait aussi, M. Lampron, pourquoi les décrets, que ce soit pour le couvre-feu ou d'autres décrets, ne sont pas soumis au vote à l'Assemblée nationale, si on parle du contexte ici québécois. Oui, ça c'est une excellente question. Écoutez, bien humblement, moi, la loi sur la santé publique et les dispositions qui permettaient de mettre en place l'état d'urgence sanitaire avant la crise de la COVID-19, ce sont des dispositions que je connaissais absolument pas. Okay. Maintenant, il est clair qu'on va tous avoir une réflexion collective à mener après la fin de la pandémie pour pallier les faiblesses manifestes qui viennent avec les fameuses dispositions de la loi sur la santé publique et qui donnent très, très peu de place, voire pas de place du tout à l'Assemblée nationale pour dialoguer avec le gouvernement en ce qui concerne justement la durée de l'état d'urgence sanitaire. Parce que l'état d'urgence, je disais d'emblée, c'est évidemment une situation qu'on admet un petit peu partout à travers le monde. Hein. Quand la maison collective est en train de brûler, on admet qu'il faut aller rapidement pour contourner des règles qui prennent du temps pour s'assurer d'éteindre le feu. Mais le paradoxe dans les sociétés démocratiques, c'est que lorsqu'on rompt l'équilibre des pouvoirs entre le
législatif, l'exécutif et le judiciaire, mais on se trouve à rompre avec l'idée qu'il y a derrière. Hein. Comme le disait Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et là, soudainement, c'est le gouvernement qui a le haut du pavé, finalement. Et c'est toujours facile de savoir et d'être d'accord avec les raisons qui nous amènent dans un état d'urgence, mais c'est toujours beaucoup plus difficile de savoir quand est-ce qu'on va en sortir et quand est-ce que le gouvernement qui a décidé de prendre les pleins pouvoirs va accepter de les rendre, en fait. Et la situation québécoise le montre bien, c'est-à-dire que là, on approche du premier anniversaire de l'état d'urgence sanitaire et peut-être que pendant l'accalmie, moi je faisais partie de celles et ceux qui prétendaient que le gouvernement aurait pu mettre fin à l'état d'urgence sanitaire et à le remettre, à le réactiver s'il y avait eu résurgence d'une deuxième vague. Alors, la très très grande discrétion qui vient avec les dispositions qui permettent et qui encadrent la déclaration d'état d'urgence sanitaire, à mon sens, sont problématiques d'un point de vue démocratique et je crois qu'il va falloir, à tête reposée, là, quand on va être sorti de cette crise-là, réfléchir à une éventuelle réforme. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulevées aussi par plusieurs en lien avec le couvre-feu qui a été annoncé par le gouvernement du Québec. On se demandait avec raison, mais qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui n'ont pas un chez-soi? Bon, c'est sûr que le couvre-feu, ça s'applique à tout le monde de façon très peu variée, sans distinction, M. Lampron, mais c'est pour tout le monde qui peut respecter ce couvre-feu de manière, je dirais, égale. On a d'ailleurs donné comme exemple, bien sûr, les personnes en situation d'itinérance, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Est-ce que des exceptions pourraient être ajoutées au décret plutôt que de se fier, je dirais, au bon jugement des policiers, selon vous? Oui, c'est une très, très belle question également. Moi, je dirais, au-delà de pourrait être ajouté, c'est devrait être ajouté. On a vu, notamment dans la conférence de presse où la ministre Guilbeault a présenté là, les détails du couvre-feu qui allait être imposé au Québec le 9 janvier, là, que la ministre s'en remettait, faisait manifestement très confiance au bon jugement des policiers pour appliquer le couvre-feu qui, comme vous l'avez dit, vient avec des conséquences à géométrie variable. Et le couvre-feu tel qu'il est libellé, en fait, l'interdiction qui pèse sur nous de 8h à 5h depuis le 9 janvier, elle vise spécifiquement les gens qui n'ont pas de résidence, en fait. C'est une interdiction de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu. Et donc, c'est libellé de manière très, très large. Et malgré les commentaires de la ministre, puis on l'a vu d'ailleurs, parce qu'il y a eu des contraventions qui ont été données là, à des personnes en situation d'itinérance, on se retrouve face à une situation qui est assez absurde, en fait, où on peut donner des contraventions à des gens pour se trouver à l'extérieur d'une résidence alors qu'ils n'ont tout simplement pas de propriété. Et ça, c'est un détail, c'est-à-dire que c'est toujours, le diable est toujours dans les détails en matière de droits et libertés. Je disais d'emblée qu'à mon sens, le principe général du couvre-feu, dans le contexte qu'on traverse actuellement avec une deuxième vague qui est très, très difficile à résorber, là, peut se défendre. Il y a des arguments sérieux qui peuvent être mis de l'avant pour que le gouvernement réussisse à convaincre de sa compatibilité avec les chartes. Maintenant, il y a peut-être des portions du couvre-feu qui sont plus fragiles à une éventuelle contestation, notamment les nombreuses exceptions et la place qu'on donne peut-être trop grande au jugement policier dans l'application de ces exceptions-là et qui peut ouvrir la porte à l'arbitraire, en fait. Notamment la situation d'urgence, on permet aux gens de se trouver à l'extérieur de leur domicile pendant le couvre-feu, s'ils le sont pour un motif d'urgence, en fait. Mais d'un policier à l'autre, qu'est-ce qui peut être considéré comme une urgence valable et pas? Des incohérences également dans le couvre-feu, hein, considérant les impacts, je le disais tout à l'heure, à géométrie variable. Tout dépendant de même nos moyens. En fait, c'est pas tout le monde qui vit dans une grande maison à 2 étages avec des zones pour être capable de s'isoler si les autres occupants nous énervent ou on a besoin de temps pour nous. Donc, si on a un tout petit appartement, les conséquences du couvre-feu vont être beaucoup plus grandes également, alors qu'on permet à des personnes de sortir et de prendre une marche d'1 kilomètre si on a un chien avec nous. C'est peut-être des incohérences qui sont de nature également à affaiblir la posture du gouvernement dans le cadre d'une éventuelle contestation fondée sur les chartes. Ontario is declaring a state of emergency. We expect this to remain in place for at least 28 days. Further,
I'm issuing a stay-at-home order effective Thursday at 12:01 a.m. Under this order, everyone must stay home and only go out for essential trips to pick up groceries or go to medical appointments. Une semaine après le Québec, ça a donc été au tour de l'Ontario de publier un décret. Toutefois, un décret sans couvre-feu. Le premier ministre Doug Ford a plutôt exigé que les Ontariens restent à la maison. La plus musclée à avoir été prise par un gouvernement au Canada, et c'est ce qui est en vigueur au Québec depuis le 9 janvier. Si vous êtes comme moi touché par cette mesure, je présume que ça s'ajoute à un fardeau déjà lourd à porter, mais aux yeux du gouvernement de François Legault, ce couvre-feu est un impératif incontournable pour protéger le réseau de la santé et un jour venir à bout de cette crise sanitaire. Cela dit, un auditeur du balado, Arié Lazare, nous a écrit afin de savoir quelles étaient les bases légales et juridiques d'une décision aussi lourde de conséquences. Notre question, est-ce que l'imposition d'un couvre-feu est constitutionnelle? Notre invité, Louis-Philippe Lampron, professeur en droits et libertés à la faculté